Bonjour à toutes et tous. Donc là, moi, je suis Alexandre Cartier, je suis en compagnie de Simon-Pierre Babski, qui fait bénévole actif du groupe. Donc, ça sera une communication à deux voix finalement. Donc, nous, ce qu'on va vous parler là, c'est d'une espèce qu'on n'évoque pas souvent en fait dans les communications, liée à ce qu'on a trouvé un peu chez nous et qu'on va vous montrer. Donc, juste pour, je peux pas défiler. Ouais. Juste pour le côté présentation de l'espèce, donc on est sur un murin de petite taille qui fait partie du groupe des petits murins à museau sombre, tout ce qui est moustache, alcato et brante. Donc vous avez un peu son aire de distribution connue là sur les cartes de l'UICN, donc qui est une espèce qui pose pas mal de soucis, on va dire, globalement en identification à vue euh, et notamment pour l'hiver, en ce qui nous concerne sur cette communication, on va pas mal l'évoquer, et qu'on a quand même de gros soucis et avec peu de personnes, on va dire, expérimentées pour une identification certaine de l'espèce à vue, et on met tous des pincettes à ce niveau-là. Au niveau de sa répartition française, donc là, vous voyez plusieurs sources. En gros, vous avez la carte de la dernière version du bouquin de Michel et Laurent en haut à droite, qui va être mise à jour. Donc, il y aura des petites modifications sur la prochaine édition. Donc, on voit que, voilà, qu'il est présent communément plutôt dans le quart nord-est de la France, et avec une partie aussi sur les Alpes où il a l'air bien présent. Maintenant, on zoome sur la partie bourguignonne, ce qui nous intéresse sur cette communication aussi là. Donc, vous voyez sur la carte, en fait, les points rouges, c'est les sites de reproduction, les carrés où en tout cas il y a des preuves de reproduction. Les petits E, c'est l'été, et H, hiver. Donc, il n'y a qu'un endroit où on a une donnée hivernale certifiée. Donc, c'est une espèce qui est quand même peu présente dans notre région, enfin en Bourgogne de façon certaine. On a juste voilà, des données fiables d'acoustique ou de capture, et les données hivernales ne sont pas représentées sur cette carte-là. Sachant que voilà, on est resté pendant quasi 50 ans sans données de l'espèce depuis la découverte de Tupinier-Allen en 1970. Si on zoome un peu aussi sur le côté, alors nous, on a fait le choix, en tout cas au niveau du groupe Kiro en Bourgogne, de focaliser l'attention sur ce groupe moustache en hiver, et notamment en notant au maximum des précisions par type, même si on ne peut pas aller à l'espèce, au moins dire est-ce que c'est un type brand, type alcatoé ou type moustache, quand on a la possibilité et l'expérience, on va dire. Et si on voit la carte à gauche, là, qui est la carte de Brandt, on va dire actuellement tout biorhythme confondu, si on y rajoute les types Brandt, on voit tout de suite qu'il apparaît quand même des secteurs avec beaucoup plus de potentialité de présence de l'espèce en hiver. Et si on mélange tous les types Brandt, type moustache et type murin à museau sombre, on voit qu'il y a un potentiel de présence en hiver qui est assez homogène, quoi, qui est bien large, parce qu'on en compte à peu près voilà, plus de 2000 chaque hiver de tout ce vaste mélange d'espèces cryptiques. Alors, juste pour zoomer quelques coins de la région, en tout cas, on le retrouve. Donc là, c'est le sud de Lyon qui a un vaste réseau de carrières. On a quand même plus de 1200 individus de groupes moustaches tout mélangés chaque hiver, mais avec au niveau comportement, en fait, on n'a jamais plus de 2 ou 3 individus observés en grappe ou en groupe, en colonie, selon comment chacun les appelle. Mais des belles populations de tout ce cortège-là. Au niveau en Côte d'Or, là, c'est là qu'on zoome. On en avait parlé dans l'envol des Kiro il y a pas longtemps, Simon Pierre, sur un article. Donc là, c'est un complexe assez sportif. Donc vous avez une photo en bas à droite. Là, c'est la falaise. Là, c'est un humain. Et donc tout ça, c'est le front de taille. Donc c'est tout un réseau de cavités là-dedans, avec une cinquantaine d'entrées assez techniques, assez sportives. Donc c'est là-dedans qu'on a les premières mentions de murins à museau sombre en groupe en 2001. En 2008, on a mis en évidence des groupes en grappe jusqu'à 37 individus. Et après pas mal d'efforts, suite à une motivation bénévole du groupe Kiro, là, il y a eu un comptage le plus exhaustif possible de tout ce réseau qui a mis en évidence plus de 600 individus de type Brand sur ce site, avec 3 cavités principales qui accueillent ces populations-là, et une proportion de quasi 95% de type Brand, en tout cas en grappe.
Donc, juste des photos pour vous illustrer à quoi ça ressemble, parce que c'est ça qui nous intéresse quand même quand on fait du terrain, c'est à quoi ça ressemble. Donc, voilà, des sites où c'est pas donné, hein, faut une équipe motivée et qui n'a pas froid aux yeux pour certains sites à faire. Mais voilà, vous voyez des groupes comme ça qu'on peut retrouver avec des observations assez lointaines pour certains aux jumelles, donc ça complexifie un peu. Voilà ce que ça peut donner en mode plus gros plan, comme si vous y étiez pour le côté groupe de type Brandt. Donc, vous voyez bien des individus, on voit certains avec des flamèches, d'autres moins. Bon, voilà, on a un peu tous les morphes selon l'âge un peu des individus qui sont connus pour l'espèce, hein, au niveau des différences de couleurs. Pour un autre site qui sort du lot, là, qui a été mis en évidence très récemment, donc c'est le Creux Percé. Donc vous voyez un site, là c'est l'entrée extérieure de ce gouffre avec plusieurs réseaux intérieurs qui est assez sportif, d'où le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de comptage et de suivi fait depuis les années 50, où il y a les premières données de murins à moustache, mais sans savoir si on est vraiment sur des vraies moustaches à l'époque, hein, puisque le Brandt n'était pas connu, la Catoë non plus, en tout cas on peut considérer que c'est le groupe, hein, évidemment. Et grâce à un partenariat avec les spéléos du comité départemental de spéléo de Côte d'Or, on a pu faire un premier comptage du réseau complet l'année dernière, donc c'est tout frais, avec plus de 400, enfin quasi 500 individus de comptabiliser en hiver, quoi. Donc c'était génial en découverte. Et on a refait un comptage le mois dernier avec pareil, hein, toute l'équipe du CDS qui a permis vraiment d'affiner un peu plus encore avec plus de 700 individus et dont les grappes de 160 individus avec une proportion de grappes voilà, en grappes entre 70 et 95%. Voilà un peu la vision de ce que ça donne sur le site. Donc l'entrée du haut, le fond de la glacière, qui est un site vraiment historiquement une glacière toute l'année, et la salle où il y a le plus de murins de Brandt, donc des zones très fracturées globalement. Et voilà là ce qu'on a appelé le Magic Rocher depuis, puisque en gros vous avez les photos sur la gauche de l'année dernière, les photos de cette année du même endroit. Donc c'est une zone qui concentre une grosse majorité de la population avec des belles grappes assez impressionnantes pour ce contexte. Et après, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Je laisse la parole à Simon Pierre. Alors effectivement, l'idée c'était quand on a découvert ça de se dire bah voilà qu'est-ce qu'il en est parce que dans la bibliographie c'est indiqué que le murin de Brandt n'est pas connu pour hiverner en grappe dans l'ouest de l'Europe. Donc bah, on voulait savoir qu'est-ce qu'il en est vraiment de ces cas d'hivernage. Est-ce qu'il y a des collègues ailleurs qui ont déjà observé ça. Donc on a fait un petit poster avec Alexandre et les autres bénévoles qui ont fait les prospections lors des rencontres très Grand Est. Et puis, on a eu des retours de la part des collègues du Nord-Est, des collègues belges. Et puis, on a essayé également de regarder un peu dans la bibliographie ce qui était connu ailleurs en Europe, et avec comme volonté de faire remonter toutes ces informations-là, essayer de voir, voilà, est-ce que c'était normal, pas normal, et puis essayer de voir pourquoi il y avait ces effectifs particuliers en grappe. Donc là, sur une carte française, j'ai synthétisé les cas qui nous ont été remontés. Donc on a nos deux sites avec, j'ai mis à chaque fois le type de site. Donc le complexe tectonique de Darcey et la glacière du Creux Percé à Pâques. On a eu des retours de nos collègues champardonnais avec des sites, plusieurs sites connus pour héberger des grappes de type, enfin, groupe moustache, quoi, on va dire, dans l'Argonne, avec des individus, enfin, jusqu'à à peu près 300 individus, avec des grappes de taille moyenne, 10 à 15 individus. Également un cas connu dans les Ardennes, dans une cave, là, cette fois-ci, avec également pas mal d'individus et des grappes qui sont de taille moyenne également, 2 à 30 individus. Des cas belges avec une cavité naturelle à la grotte de Rochefort, hébergeant jusqu'à 60 individus avec des petites grappes, jusqu'à 6 individus maximum. Et puis deux autres sites dans la vallée de la Semois et dans la vallée de Vielsalm, où là c'est des ardoisières et on a des grappes qui sont
de petite taille pour Vielsalm et de taille moyenne. Les collègues belges là n'ont pas pu me dire pour l'instant combien il y avait d'individus au maximum. Ça sera intéressant de collecter ces informations. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces phénomènes-là sont observés depuis très longtemps dans la Semois et depuis moins longtemps dans Vielsalm. Et voilà. Au niveau européen, on a essayé de voir aussi un petit peu ce qui était rapporté dans la bibliographie. Alors, j'ai bien précisé bibliographie lue. Notamment, je ne suis pas germanophile et donc il y a toute une partie de la bibliographie centre-européenne que je n'ai pas compilée. Et puis voilà. Donc, on voit nos cas ouest européens ici, là, sur la gauche. Et puis, il y a d'autres cas donc, qui ont été remontés. Les premiers que j'ai pu trouver, c'était les cas finlandais, qui sont également rapportés dans la biblio française. Donc, des grappes pouvant aller jusqu'à 13 individus dans des sites hébergeant jusqu'à 80 individus. Il y a également les cas estoniens, où il y a une étude estonienne qui a montré qu'en moyenne, les brantes étaient, enfin, type brantes étaient regroupés en groupes de 5 individus maximum. Voilà. Et puis deux autres cas très intéressants, un cas donc en Russie, limite de l'Oural, où là on a des très fortes concentrations de type Brandt, donc jusqu'à 1500 individus, avec des grappes allant de 2 à 70. Et j'ai remis ici la proportion des grappes, donc entre 65 et 80% des individus sont en grappes. Et puis le dernier cas qui est vraiment intéressant et qui fait l'objet d'une publication toute récente, là en 2020, c'est les cas tchèques, où ils ont tout un réseau de sites, en particulier 4 caves glacées, donc notamment 2 qui sont l'une à côté de l'autre, qui regroupent jusqu'à 1700 individus de type Brandt, avec pareil des gros groupements, des grosses colonies. Et c'est assez étonnant parce qu'ils ont toute une série de caves glacées dans le pays. Et notamment, il y en a certaines qui hébergent beaucoup de groupes moustaches, mais qui sont, eux, isolés, alors que les caves sont dans des contextes similaires. Donc, l'idée, c'était de savoir qu'est-ce qui conditionne ces individus à former des grappes. Pourquoi, dans certains endroits, ils en forment et dans d'autres, non. Donc, il pourrait y avoir une question de température, mais dans ce cas-là, pourquoi des cavités avec des conditions similaires, certaines il y en a et d'autres il n'y en a pas. Il y a aussi la suspicion d'avoir des variations de température et d'hygrométrie. Donc ça, c'est ce qui a été trouvé dans la bibliographie. Également, le fait que ça soit lié spécifiquement au Brandt. Mais le problème, comme l'a dit Alexandre, on n'est pas sûr, en tout cas pour l'instant, que ce soit bien que des Brandt. Quelle est la proportion de Brandt de moustache ou d'Alcatoé? Et voilà. Et puis il y a également eu un retour des Belges sur le fait que ça pourrait être lié à la mise en sécurité des sites, à la mise en tranquillité des sites. Donc le but du jeu, ça serait dans un premier temps de compléter cette première petite analyse, synthèse qui a été faite pour voir ce qui se trouve dans d'autres pays. Pourquoi là, on n'a rien pour l'instant en Allemagne, en Pologne et tout ça. Ça, c'est de la recherche à refaire. Voir également pour chaque site quelle est la proportion. Ça permettrait de voir, de faire une comparaison des sites qui hébergent pas beaucoup d'individus et d'autres qui hébergent beaucoup d'individus. Si on a une proportion, on peut comparer cette proportion, voir s'il existe un gradient est-ouest. Également avoir les différentes conditions des sites. On voit qu'a priori, c'est pas le type de site qui conditionne. Et puis voir également, ça c'est un petit test qu'on a initié chez nous et qui a été fait également dans le nord-est de la France, s'il y a un lien entre swarming et hivernage, parce qu'au final, ces brantes, d'où est-ce qu'ils viennent, quoi. En tout cas, chez nous, on ne sait pas. Voilà, pour la partie génétique, à savoir qu'on a lancé grâce à une collaboration avec le laboratoire Chrono-Environnement de Franche-Comté de la génétique. Il y a eu des collectes le mois dernier. Vous voyez en photo, il y a eu des collecteurs mis avec de la collecte du guano pour avoir une 60aine d'échantillons analysés génétiquement pour voir sur quoi on est. Est-ce que ça pourrait prouver la présence que de Brandt, ou il y a de l'hybridation, ou il y a du moustache d'Alcatoé. Ça, on vous en parlera à d'autres rencontres Chiro.
Et en études en cours aussi, c'est avec toujours nos collègues du comité spéléo de Côte d'Or. Donc là, c'est sur un des sites, il y a eu des poses de capteurs à l'automne. Pour info, le fond P1, P2, c'est la zone où il y a les rassemblements de branches, donc en courbe verte et courbe rouge foncé. Là, on voit les deux plus stables là. Et on voit bien qu'en hiver, en tout cas, on est sur des sites bien froids, en dessous de 4 degrés, entre 2 et 4 degrés sur l'hiver qui vient de passer. Donc ça, c'est des données qui seront exploitées plus tard par les collègues du CDS, mais ça sera intéressant à suivre. En tout cas, voilà, on remercie évidemment beaucoup de monde, dont les organisateurs de ces super rencontres en ligne, tous les bénévoles, les personnes du CDS qui appuient ces actions-là et le Labo Chrono, et toutes les personnes qui ont fait remonter les données des groupes Kiro et d'Europe et même d'un peu plus loin que les frontières européennes. Voilà, et tous nos financeurs, bien sûr, qui aident l'action Kiro en Bourgogne. Merci à tous. Merci à vous pour le respect du timing. Donc, il y a une question de Vincent Coas. Je ne sais pas si vous y avez vraiment répondu, donc je la reformule. Il demande si vous avez noté une différence dans les types de gîtes entre les types moustache et les types Brandt, avec des sites plus chauds pour les Brandt, et est-ce qu'ils semblent plus aimer les cavités naturelles? Ouais. Bah là, sur les constats faits, en tout cas, on est sur des choses qui sont quand même, le constat, c'est qu'on est sur des trucs vraiment froids, humides, vraiment qui ont l'air de ressortir sur les deux sites clés, en tout cas, qu'on a sur nous en Bourgogne. Après, si on perd sur les autres cas que tu as eu. Oui, après, sur le côté entre type Brandt et type moustache, enfin, la différence, elle est toujours très compliquée. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de distinction, je pense, qui pourrait être faite en tout cas sur les données qu'on a là en Bourgogne, pour essayer de caractériser les différents gîtes utilisés. Après, pour l'instant, tout ça, c'est un peu du ressenti. Comme l'a dit Alexandre, chez nous, les poses d'enregistreurs thermiques, etc., dans ces sites-là, c'est très nouveau. C'est des sites qu'on vient de découvrir pour ces espèces-là. Donc, le but, ce serait aussi de généraliser ça sur les sites où ils sont connus, chez nous et éventuellement ailleurs, pour essayer justement de faire émerger des hypothèses liées à la présence de ces grappes. Ok, merci. Alors, on n'a pas beaucoup d'autres questions. On a Sébastien Rouet. Je ne sais pas si c'est une question ou une proposition. Il demande ce que vous pensez d'une synthèse nationale sur les données hivernales des nez noirs. Ah ben, de toute façon, Sébastien avait de souvenirs, il y avait eu une synthèse à un moment donné avec sur le brand justement qui avait été faite, qui était chouette. Et c'est clair que pour cette présentation l'année dernière, moi j'avais fait un appel aux assos du réseau là, SFPM. J'avais eu des retours d'une partie des régions, mais pas tout le monde. Donc c'est vrai que c'est toujours pas évident de faire la synthèse globale quand on n'a pas tout le monde, mais c'est clair que ça serait un point intéressant. Et je pense que c'est typiquement un des outils qui irait bien, c'est l'observatoire aussi, hein, bien sûr, il est là pour ça, l'observatoire des mammifères, mais c'est qu'on puisse avoir cette synthèse, répartition des museaux noirs, on va dire globalement la triptyque d'espèces là, et avec les densités d'effectifs par site en hiver qui sera le plus fiable, parce que l'été, on sait que ça va être compliqué, mais moi je suis 100% d'accord et on est motivé là-dessus. Ouais, tout à fait, on est partant. Alors, Vincent Coez a répondu que ce serait super car eux aussi essayent de séparer en hiver les types Brandt, Alcato et Moustache. Et donc, il faudra développer un protocole commun pour les autres régions avec un formulaire photo des différents types. Ouais, je voudrais rajouter, alors ça c'est pareil, c'est vrai que c'est pas évident entre guillemets former les bénévoles à être vigilants sur les critères d'observation en hiver. Hein. C'est clair que c'est pas donné, notamment quand les sites sont hauts et tout, mais c'est vrai que si on n'en parle pas à tous les bénévoles sur le terrain, pour les régions qu'en ont, en tout cas, qui ont les trois espèces, bah en fait on a toujours tout en groupe moustache, ça va plus vite, c'est sûr, mais on perd cette finesse d'info et ça peut vraiment aboutir à des choses intéressantes. Il faut juste pas prendre du temps, montrer les critères, faire des petits quiz photos réguliers, et puis même expérimenter, on se loupe, hein, c'est sûr. Hein. Le Brandt, on sait que c'est sur la biblio, c'est 7 ans pour avoir ces critères morphologiques, coloration. Apparemment,
complet. Alors, on voit tout le panel avant, plus sombre, plus clair, plus machin. C'est pas évident. Et donc, pour terminer, on a Chauve-souris Auvergne, je ne sais pas qui est derrière, qui parle qu'effectivement, parler des critères avant de produire une synthèse doit être une priorité, mais en tout cas, ce serait un beau travail. On a fini sur ce temps-là. Merci beaucoup. Et on va passer. Merci à tous.